Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur le plateau d'Event Again. Nous sommes le 11 février en direct depuis les locaux de Meetings. Merci pour leur accueil. Merci aussi à Eurosono pour la mise en œuvre de ce superbe dispositif technique. Event Again, toujours à vos côtés pour vous représenter, vous informer et vous protéger, vous professionnels du secteur événementiel. Au programme aujourd'hui, plusieurs séquences, vous en avez l'habitude. Nous donnerons la parole à Jonathan Gomard, dirigeant de 79, spécialiste du team building. Et nous verrons avec lui comment se porte sa société dans ces temps troublés. Notre expert du jour sera Frédéric Pitrou, délégué général de l'Unimev, Union française des métiers de l'événement. Nous évoquerons notamment ensemble les dispositions en matière de télétravail en lien aux dernières annonces gouvernementales. Notre grand témoin, directeur de la communication événementielle et des partenariats à la SNCF, il s'agit de Benoît Lanciot. En sa compagnie, nous verrons comment se déploie ou se redéploie l'activité événementielle au sein de cette grande entreprise publique. N'hésitez pas évidemment à nous faire part de vos questions en direct par l'intermédiaire du chat, vous connaissez le principe. Et évidemment aussi en fin d'émission, notre séquence artistique avec le retour, on en est bien content, de notre duo de Lulu sur la colline qui viendra bousculer nos discussions feutrées. Webinaire Event Again numéro 9, on passe tout de suite aux actualités de votre association. Bonjour à tous les trois, bonjour Anne, bonjour Jean-François, bonjour Olivier. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Bonjour. Depuis 15 jours. Très bien. Ouais, on est encore mieux quand on est ensemble. Oui, c'est vrai. Et dans notre boulot, c'est la grosse marade, donc tout va bien. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Voilà. Alors, pour débuter notre rubrique, on va faire un point notamment avec Anne sur les contacts en cours avec les pouvoirs publics, notamment d'une rencontre avec un sénateur. Voilà, donc comme nous en avions parlé la semaine dernière, il est vrai que nous avons engagé un certain nombre de rendez-vous avec les sénateurs et les députés. Vous vous doutez qu'en ce moment, ils sont extrêmement sollicités, donc obtenir un rendez-vous est un peu compliqué. Ne pas décaler le rendez-vous est aussi assez compliqué. On y est arrivé, on a été reçu par François-Noël Buffet il y a quelques jours, qui a pris le temps de nous écouter, qui nous a rappelé quand même malheureusement que nous serions les derniers à reprendre nos activités, mais nous avons quand même gardé le moral puisqu'il nous a donné un certain nombre de personnes auxquelles nous allons envoyer une lettre circonstanciée de façon à ce que toutes les informations concernant Event Again soient décalées et reportées à Paris puisqu'ils vont pouvoir en parler. Voilà, donc un premier rendez-vous intéressant. On avait un rendez-vous avec un député, Hubert Julien Laferrière, demain. Il fait partie d'une des commissions des affaires internationales et malheureusement il est encore à Paris, donc ça sera décalé. Mais on ne lâche rien. Évidemment, et peut-être par chance, dans 15 jours, on pourra donner des nouvelles de ce rendez-vous. Et puis on aura rendez-vous d'ici là aussi avec un autre sénateur. Donc chaque semaine, des infos. Il y a une chose importante, c'est que Anne là-dessus fait un boulot remarquable et que l'objectif de ces rencontres avec notamment le député, c'est d'arriver à ce que nous puissions avoir des questions au gouvernement dans le cadre des questions posées au gouvernement dans l'hémicycle. Voilà, c'est important de le préciser. Et notamment, tu as eu raison de le rajouter, notamment il nous a suggéré de contacter le directeur régional de l'ARS, puisque notre souhait est toujours présent d'organiser un événement assez rapidement, ou dès qu'on pourra voir un début de bout du tunnel au printemps, et un événement évidemment avec des tests, et qu'il faudrait qu'on fasse en collaboration avec l'ARS. On va dire vivement le printemps. Hein. Voilà. Jean-François, je me tourne vers toi maintenant. On va parler d'une enquête que les standistes, alors je rappelle ce que sont les standistes, hein, c'est ceux qui conçoivent et fabriquent les stands d'exposition. Et les standistes ont fait une enquête en fait, concernant le digital. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, tout à fait. En fait, c'est le LEADS, donc, qui est l'association des agences de design de stands, qui a fait une étude sur les salons digitaux auxquels les clients ont participé en 2020 et puis voir quels sont les envies de nos clients sur 2021. Donc en fait, on a envoyé un questionnaire à nos clients. Donc ça a représenté 2000 envois. On a eu un retour sur 350-400 questionnaires. Donc ce qui est plutôt bien pour un questionnaire. On a eu un retour autour de 17-18%. C'est un bon échantillon de retour. Exactement. Et donc on se rend compte que pour les salons pour 2021, beaucoup de nos clients, donc là on a les résultats en direct, beaucoup des clients qui participent et des exposants qui participent à des salons ont envie de revenir. Donc globalement, ils ont une vision pour le premier semestre où ils ont envie de revenir, mais ils se rendent bien compte que
ça sera encore difficile puisqu'on n'aura pas toutes les autorisations. Mais pour le deuxième semestre, on se rend compte que 75% ont vraiment envie de revenir. Et c'est vraiment rassurant pour nos métiers de physique de se dire que le digital ne fera pas tout et qu'il y a un vrai besoin pour tout le monde de se retrouver. Donc des projections positives qui donnent un climat d'espérance, on va dire, exactement, vis-à-vis de l'avenir. Exactement. Là, il y a un deuxième panneau avec un certain nombre d'éléments aussi de cette enquête. Voilà, donc le deuxième panneau, c'est par rapport aux salons digitaux qui se sont déroulés en 2020. On s'est rendu compte que beaucoup de nos clients avaient participé à ces salons faute de mieux. Et on se rend compte que la satisfaction globale de nos exposants sur ces salons-là est plutôt moyenne. Peu sont vraiment satisfaits des événements digitaux. On se rend compte également que le chiffre d'affaires qui a été réalisé sur ces salons digitaux est beaucoup plus faible que sur les salons physiques. Donc voilà, ça nous donne bon espoir que dès qu'on pourra retravailler, on pourra retravailler avec tous nos clients puisqu'ils ont vraiment envie de revenir. Je crois que c'est un... Alors, je prends notre paroisse, certains, mais on le verra tout à l'heure avec Jonathan qui a fait une transition lui, vers le digital. C'est très intéressant en termes de retour d'expérience. C'est intéressant d'avoir tous ces retours parce que nous, alors, en tant qu'agence, on dit oui, c'est foutu votre métier, tout le monde va être digital, etc. Perso, je n'y crois pas, perso, je n'en veux pas, perso, je me bats contre. C'est bien le digital, on en a besoin. Mais aujourd'hui, je crois qu'on a encore du mal à voir si nous nous dirigeons vers des choses hybrides, des choses full digital ou des choses full présentielles. Voilà. Mais voilà, encore une fois, j'aime bien ce résultat parce qu'il me va bien. Peut-être qu'aujourd'hui, les jeunes qui font du digital, moi, je suis plutôt préhistorique, mais les jeunes qui font du digital, ils dire ouais, mais bon, ils ont un avenir devant eux, c'est une évidence. Mais je pense quand même que nos événements, tout ce qu'on a pu faire depuis 20, 30 ans et même avant nous, a encore de beaux jours devant eux, parce que je crois que même c'est la société tout entière qui se rend compte que waouh, on a besoin de se voir, de se toucher, de faire la fête, de se parler, de se rencontrer. Là, ça devient grave. Donc, je pense que ce mouvement-là, il va basculer professionnellement aussi. Enfin, je l'espère. Merci Olivier pour ces belles paroles. Effectivement, Jean-François. Là, on est sur un sondage sur les salons et sur les stands, mais c'est vraiment quelque chose qu'on peut extrapoler sur tous les événements d'entreprise qui auront lieu l'année prochaine. Mais voilà, je pense que tout le monde a envie de se retrouver autour de séminaires, d'incentives, d'événements en interne et en externe. Donc voilà, c'est une vraie note positive, donc essayons de la prendre comme telle. Merci Jean-François pour ces éclaircissements. Olivier, on continue sur les actualités. Tu voulais oui, non, donc on va recevoir Frédéric Pitroul de l'Unimev. Oui. Je voudrais juste dire à tous les membres de notre association, on les remercie encore d'être avec nous, qu'on partage avec eux beaucoup d'informations que nous recevons de l'Unimev, du Sympaz ou d'autres associations. Donc je pense que c'est quelque chose d'important pour vous. Et on a notamment le rapport de l'Assemblée nationale qui consacre au moins 3 pages à notre profession et dit des choses très intéressantes. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on va transmettre à nos membres très rapidement. J'en profite quand même, ceux qui assistent aux visios, etc., mais qui ne sont pas membres, adhérer, ce serait cool. Voilà, on a besoin de votre soutien. Aujourd'hui, on est toujours sur cette barre des 100. Je crois qu'il y en a 80, 85 qui ont réglé une cotisation. 50 €, c'est pas grand-chose. Je fais pas l'aumône, mais on a besoin de vous. Voilà, on se bat et on a besoin de vous. Soyez avec nous. Voilà. Et d'ailleurs, en fin de plateau d'émission Event Again, il y aura une petite surprise en conclusion. On va faire défiler en fait l'ensemble des soutiens des adhérents de l'association. Voilà, exactement. Et puis je voudrais dire un dernier mot. C'est pour mon ami Didier. Pardon, ouais. Didier Martin Pichon, qui est infographiste et qui a eu la gentillesse de nous offrir les jingles, le jingle d'entrée et puis les jingles de changement de rubrique. Oui. Voilà, donc je le remercie. Oui, et puis on espère que ça vous plaît. Voilà, ça met on événementialise effectivement notre communication, notre émission, évidemment, et c'est notre travail aussi. Un dernier mot rapide pour finir cette rubrique. On vous avait dit, chers adhérents, que nous avions prévu de recevoir aujourd'hui, comme annoncé il y a 15 jours, Damien Armenté. Je vous le rappelle, il est cofondateur de Superconnecteur, vous savez, la fameuse application lyonnaise. C'est une start-up lyonnaise de gestion de communautés de professionnels. Il y a un partenariat qui se scelle avec Event Again. On va le réinviter, il y a eu des problèmes de planning, mais normalement, dans 15 jours, il sera présent à nos côtés, et notamment avec Fabien Duranel aussi. Merci beaucoup à tous les trois. On passe à la rubrique suivante, Parole d'experts.
Ça régale plus, Event Again. On fait que bosser. On fait que bosser. On est épuisé. Moi, j'en peux plus. Frédéric Pitrou, vous êtes derrière votre écran à distance. Vous êtes délégué général de l'UNIMEV, je rappelle, Union française des métiers de l'événement. Vous nous entendez, Frédéric ? Oui, je vous entends très bien. Merci. On vous entend aussi parfaitement bien. Bonjour Frédéric. À mes côtés, Olivier. Olivier. Ça va aller, chérie, pour l'instant. Merci. Olivier, merci aussi pour m'accompagner sur cet échange. On va commencer, Frédéric, encore une fois, merci d'être avec nous, sur les demandes en cours de la part de l'UNIMEV. Qu'est-ce qui se passe ? Quelle est votre actualité de votre côté ? Alors, bonjour déjà à toutes et à tous. Je suis ravi d'être parmi vous. C'est dommage que ça soit toujours en visio, mais j'espère qu'un jour on le fera en physique. Les dernières démarches que l'on a avec l'État portent sur les points suivants. Alors, ça ne va pas être très drôle, mais je vais vous faire un petit catalogue. Sur l'activité partielle, l'idée, c'est quand même qu'elle soit poursuivie au moins jusqu'au mois de juin 2021 et qu'elle dure même, nous, c'est ce qu'on demande, 6 mois après la date officielle de reprise d'activité. Tout simplement parce que ce que vous demandez tous, et je suis régulièrement sollicité sur ces questions-là, c'est à quelle date on va pouvoir reprendre. Il faut comprendre que le gouvernement n'y voit pas à plus de 3 jours, donc leur demander ce qui va se passer au mois de mai, au mois de juin, au mois de septembre, ils n'en savent absolument rien, puisqu'ils ont quand même des variants qui apparaissent régulièrement et qui sont plus ou moins pris en charge par les vaccins. Donc, ils ont beaucoup de mal à avoir de la visibilité. Et vous et nous, on a besoin de visibilité pour travailler. Donc, on a là-dessus un dilemme. Et ce qui a été, je ne sais pas si vous l'avez entendu, Alain Griset, qui avait quand même commencé à comprendre que ce secteur d'activité, il faudrait l'accompagner un peu plus longtemps. Alors lui, il parle de 3-4 mois, nous on a parlé de 6 mois, au-delà de la date de reprise. Donc ça, c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Sur le fonds de solidarité, normalement, vous devriez tous maintenant pouvoir bénéficier du fonds de solidarité, que vous soyez classé en ce qu'on appelle en S1 ou en S1 bis, mais vous devriez avoir, à partir du mois de décembre, tous la possibilité de déclarer votre fonds de solidarité et de bénéficier des mêmes dispositions. Je ne sais pas si, Olivier, tu as fait passer le message, mais le formulaire maintenant pour faire sa demande de fonds de solidarité de décembre est en ligne. J'ai eu une réunion ce matin avec des adhérents d'UNIMEV qui me disaient oui, ça marche très bien, j'ai reçu le fonds de solidarité, etc. Donc, allez-y si vous ne l'avez pas encore fait. Mais on va aussi, par l'intermédiaire d'Olivier, vous faire passer un document, un tableau qui vous permet de calculer un peu le bon chiffre d'affaires à prendre en compte, parce que vous devez fonctionner, j'imagine, aussi avec des histoires d'acomptes. Et les acomptes, en fait, ne rentrent pas dans votre comptabilité tant que la prestation n'a pas été réellement effectuée. Donc, il y a des choses qu'il faut mettre dans votre calcul de chiffre d'affaires et des choses qu'il ne faut pas mettre. Donc, on a fait un petit tableau pour que vous sachiez un petit peu ce qu'il faut mettre et pas mettre, et qui vous calcule le chiffre d'affaires moyen 2019 ou alors le chiffre d'affaires du décembre, et qui vous calcule le fonds de solidarité auquel vous avez droit. Donc ça, je vais vous l'envoyer, Olivier, je vais te l'envoyer demain dans le mail de vendredi. Super, merci Frédéric. Et on le transmettra, c'est ce qu'on fait très très rapidement. Dès qu'on a des infos de ta part, on les transmet à tous nos adhérents. Oui, notamment sur les simulations de calcul. Effectivement, sur les simulations de calcul de chiffre d'affaires, de temps en temps, il faut prendre sur un trimestre, sur une année ou sur un seul mois, etc. Donc je pense que ça sera un sacré support pour nos adhérents. Vous pouvez avoir facturé des acomptes en année N-1, et en fait, il y a des choses qu'il faut prendre et pas prendre. Donc, on vous a fait tout un petit descriptif là-dessus. Alors, on est toujours sur un plafond à 800 000 euros officiellement, c'est-à-dire qu'on cumule le fonds de solidarité jusqu'à hauteur de 800 000 euros. Sachez que normalement, le plafond devrait être revu à 1,8 million, mais on n'a pas encore officiellement l'accord du gouvernement français pour le passer à 1,8 million. Mais c'est normalement un plafond qui devrait être révisé à 1,8 million dans les prochains jours. En exonération de charges sociales, on est toujours aussi en discussion avec l'État, parce que vous avez dû normalement en bénéficier, mais il y a eu un trou dans la raquette sur la période juin, juillet, août, où bizarrement, là, il n'y a aucun décret qui prévoit d'exonération sur cette période-là. Donc, il y a bien des décrets qui vont jusqu'au 31 mai, et après, ils repartent au 1er septembre. C'est juste des reports, là. Oui, alors report pour les ETI ou exonération pour les ETI?
pour les plus petites structures, mais en tous les cas, la période, nous, on se bat pour qu'il y ait une rétroactivité sur cette période où il y a pour l'instant rien de prévu. Et puis, il y a une autre aide qui est en cours de gestation, je dirais. C'est une aide sur les frais fixes, où là, l'État prévoit d'indemniser à hauteur de 70% des frais fixes les entreprises de la filière, qu'elles soient en S1 ou en S1 bis. Pour l'instant, il n'y a pas de définition exacte des frais fixes. Moi, ce que j'ai eu comme certitude et qui peut peut-être vous arranger, c'est que les loyers feraient partie des frais fixes. Donc, il y aurait une exonération des frais fixes en intégrant les loyers. On ne sait pas pour l'instant à quel moment commence l'exonération. Donc, je ne sais pas quelle est la date de départ. Je ne sais pas quelle est la date d'arrivée. Je sais que pour l'instant, le plafond a été fixé à 3 millions d'euros, sachant qu'il a été aussi révisé. Normalement, l'Europe a accepté que ce plafond soit revu à 10 millions d'euros. Mais ce n'est pas encore officiel non plus. Sachant que, alors, ça ne doit pas vous concerner chez Event Again, mais il y a tout un travail aussi qui est fait pour que les quelques ETI du secteur, c'est-à-dire les 8 plus grosses entreprises de plus de 250 collaborateurs, aient des dispositions un peu différentes parce que 200 000 euros, si je reviens au fonds de solidarité, pour certaines entreprises, c'est significatif. Pour des entreprises de plus de 250 collaborateurs, 200 000 euros, ça n'a pas beaucoup de sens. Et en plus, les aides sont souvent calculées au niveau du groupe et pas au niveau de l'établissement. Ça veut dire que il y a une société lyonnaise que vous connaissez bien avec un logo rouge et blanc, et ben, elle a 200 000 euros en tout pour le groupe. Elle a pas, c'est un calcul qui se passe comme ça au niveau du groupe, ce qui n'est pas tout à fait à la hauteur des enjeux. Oui, consolidé en fait. Olivier, tu voulais faire un complément? Oui, j'avais entendu parler, mais alors je ne sais pas ce que ça vaut comme info, Frédéric, que éventuellement était à l'étude une indemnisation des patrons qui sont souvent des TNS, que le chômage partiel pouvait leur être destiné aussi. Est-ce que là-dessus, tu as des infos? Non, j'ai pas beaucoup d'infos, mais j'ai aussi entendu ça, que la question des TNS qui avait été longtemps un peu oubliée, je dirais, pas traitée, maintenant allait être traitée parce qu'il y avait des gens qui se trouvaient vraiment en difficulté à cause de ça. Mais non, j'ai pas plus d'infos que les tiennes là pour l'instant. Ok. Très bien. Merci Frédéric pour toutes ces informations très précieuses sur ce volet. On va passer. Pardon, mais ouais. Merci encore à Frédéric et à l'Unimev. Je pense qu'on a vraiment bien fait d'adhérer à l'Unimev. On est très content de vos retours. Vous êtes hyper disponibles, je te le dis, parce que c'est pour nous, un petit peu loin de Paris, c'est vraiment très agréable et on est content de diffuser l'info à tous nos adhérents. Oui, complètement. On va parler de télétravail maintenant. Alors, pour rappeler un peu le contexte, Jean Castex juge impératif le recours au télétravail pour tous ceux qui le peuvent. Et lors d'une conférence de presse, le gouvernement a rappelé que tous les employés qui le peuvent devaient télétravailler et que certaines entreprises ne jouaient pas le jeu. Alors, qu'est-ce qu'il en est ? Qu'est-ce qui se passe en coulisses et qu'est-ce qui est obligatoire ou non finalement au regard de ces modalités de télétravail ? Sur le télétravail, non. On ne fait pas partie des secteurs qui ont été identifiés comme les plus mauvais élèves, puisqu'on a quand même beaucoup de collaborateurs qui sont en activité partielle, donc ils ne sont pas en télétravail. Alors c'est vrai que la règle a été, c'est surtout dans le monde de la banque, de l'assurance et du numérique, où il y a eu apparemment des constats qui ont été faits que le télétravail diminuait un peu, mais entre nous, bon, la règle a été redonnée, c'est que priorité au télétravail, toutes les activités télétravaillables, mais il y a quand même aussi une prise de conscience de la souffrance de certains télétravailleurs qui n'ont pas d'espace pour télétravailler chez eux ou qui télétravaillent dans des petits studios, etc. Et ou qui peuvent aussi, de manière psychologique, se retrouver complètement isolés et être en difficulté. Et donc, bon, il y a une certaine prise de conscience qu'il faut essayer de faire mieux en termes de télétravail, mais aussi qu'il faut faire attention à la santé des collaborateurs qui peuvent se retrouver en difficulté s'ils sont tout le temps ou 5 jours sur 5 en télétravail. Par contre, bon, ça c'est ce que j'ai fait passer dimanche soir aux adhérents d'Unimev et donc à Olivier, c'est une instruction du cabinet board
qui indique quand même aux inspections du travail d'aller faire des contrôles pour vérifier si les gens qui sont en situation dans les bureaux n'auraient pas dû finalement plutôt être en télétravail. Donc ça, c'est Frédéric, Et, c'est une vraie tendance aujourd'hui au niveau des contrôles. Ils sont renforcés, en fait. C'est l'impression ou la démarche actuelle du gouvernement? Oui, il y a des contrôles qui sont renforcés. Les secteurs dont je vous ai parlé, c'est-à-dire banque, assurance et numérique, ont été reçus au cabinet de la ministre du Travail pour qu'elle leur remette un peu les pendules à l'heure. Mais c'est priorité d'abord aux entreprises de 1000 collaborateurs, les contrôles, hein, et priorité aussi aux plus de 250. Donc, vous n'êtes pas forcément dans le viseur. Bien évidemment, tout ce qui est télétravaillable doit essayer d'être télétravaillé, mais il y a quand même la santé du collaborateur qui doit être prise en compte, notamment si vous avez des collaborateurs, je répète, qui sont dans des situations où ils ont des petits logements pour télétravailler, Ouais, pas ou équipés pour faire leur alors métier. qui se sentent isolés, il y a aussi ça à prendre en compte et à ne pas les laisser comme ça dans ces situations-là. Alors après, il y avait une question. Oui. Non, vas-y, pardon, vas-y. Il y avait une question qui m'avait été posée, c'est est-ce qu'on dispose d'une charte du télétravail? Donc ça, je vais vous l'envoyer aussi. On a tout ce qu'il faut, on a des documents types en termes de télétravail que vous pouvez personnaliser après en fonction de votre activité. Bon, bah écoute, merci Frédéric. Moi, je voulais te demander, mais en fait, aujourd'hui, c'est un peu flou, il n'y a pas de réelle obligation de télétravail, on est d'accord? Non, il n'y a pas une réelle obligation. Il y a quand même Un bon sens mot à d'ordre. suivre. Et Dans de la dire, mesure du possible. par principe, tout ce qui est télétravaillable doit être télétravaillé. Ouais. Bon. Mais il y a aussi un petit point en disant, mais faites attention quand même à la santé de vos collaborateurs. C'est-à-dire que après, il y a aussi possibilité peut-être d'organiser les choses pour dire, bon, bah, vous avez le droit de venir un jour par semaine, pas tous en même temps, d'organiser les choses pour que au moment de la venue sur le travail, ça ne soit pas une journée où tous les collaborateurs sont présents. Mais il faut faire attention quand même, il y a un point d'attention sur la santé psychologique des collaborateurs. Donc ça veut dire que le bon sens a encore sa place sur la mise en œuvre du télétravail. On va dire ça comme ça. Oui, Ok. bien sûr. Heureusement. Très bien. Merci beaucoup, Frédéric. Merci Frédéric. On Merci conclut beaucoup. notre rubrique. Merci encore pour d'avoir participé. On vous applaudit en studio. À très bientôt et merci pour votre boulot. Et merci d'être à nos côtés en tout cas. Et on est aussi à votre côté évidemment. Olivier, tu restes avec moi. Nous allons discuter maintenant avec notre grand témoin. Et oui, encore Olivier, bien sûr, nous sommes toujours ensemble pour cette rubrique Grand Témoin avec Benoît Lanciot. Bonjour Benoît, est-ce que vous nous entendez? Bonjour à tous et à toutes. Oui, je vous entends très bien. Super, très bien, on vous voit Bonjour. et on vous entend. Merci d'être présent à nos côtés. Vous êtes, je le rappelle, directeur de communication, de la communication événementielle et des partenariats au sein du groupe SNCF, entreprise ferroviaire publique française que l'on ne présente plus. Alors, rapidement, peut-être Benoît, présentez-nous votre fonction, votre activité, le nombre de personnes que vous managez au sein de votre service, avant de passer au reste des questions. Merci d'abord de m'avoir proposé de participer à votre événement. Je suis ravi et je trouve ça très sympa de pouvoir venir converser pendant cette période un petit peu difficile. Le groupe SNCF organise environ 300 opérations événementielles corporate par an. J'ai la chance de diriger une équipe au niveau national d'une douzaine de personnes qui s'occupent d'environ 50% de ces 300 événements. Le reste des événements étant organisés dans les différentes entités, activités et régions du groupe, voire même filiales de notre entreprise. Et ces 300 événements couvrent des territoires de communication interne, une grosse partie d'événementiel interne, conventions, séminaires, réunions en tout genre, et puis de nombreuses opportunités d'aller dans les territoires, monter des événements pour le grand public ou pour nos clients. Beaucoup d'événements d'ailleurs qui s'appuient sur des partenariats locaux et d'ailleurs on en a un certain nombre sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors c'est très intéressant, Benoît, effectivement, c'est Olivier décidément. Vous organisez donc beaucoup d'événements sur le territoire. Quelle forme ont ces événements? Comment ils se mettent en œuvre au sein de la SNCF?
c'est assez variable en fait, hein. Je dirais que une partie des événements du territoire sont des événements de type corporate interne. Donc nos entités, nos différentes activités locales, territoriales ont de nombreux événements de management, des événements hiérarchiques, des événements RH. Là, on est vraiment sur de la typologie classique d'événements. Comme je vous le disais, on est sur du séminaire, des séminaires résidentiels, des conventions internes. Mais des grosses parties que l'on a développées ces dernières années, c'est vraiment la rencontre avec nos différents publics dans les territoires. On s'appuie sur un dispositif d'événements de type partenarial sur tout le territoire. Beaucoup d'événements qui s'appuient sur les univers de la culture notamment. Je pense notamment dans votre région à des événements comme Quai du Polar, comme le Festival du court-métrage à Clermont-Ferrand. Et ça nous permet de développer et de déployer tout un dispositif vis-à-vis de nos cibles institutionnelles, clients et relations publiques en tout genre, et notamment leaders d'opinion et presse. Alors justement, vous parlez de dispositifs. Alors ils sont plutôt en présentiel, ils sont digitalisés, ils sont hybrides. Comment ça se passe ? Historiquement, nos événements sont vraiment des événements présentiels. C'est totalement en phase avec l'ADN de notre entreprise. Notre dispositif événementiel, notre stratégie événementielle, elle répond à la stratégie de l'entreprise, à savoir aller au contact de nos cibles, de nos clients, de nos parties prenantes. Donc, bien entendu, partout où c'est possible et à chaque fois que ce sera possible, on montera un événement en présentiel. La période est ce qu'elle est en ce moment. Dans certains cas, on n'a pas le choix. On doit maintenir un événement et donc on va passer à l'outil digital qui parfois est du 100% digital. À chaque fois qu'on peut, on essaye un peu de faire de l'hybride. Ce n'est pas toujours facile. On est extrêmement limité. Mais notre philosophie actuelle, vraiment du moment, c'est ce qui peut être porté de quelques mois l'est pour envisager de monter un événement en présentiel plutôt que de le faire coûte que coûte maintenant en digital. Ce qui doit absolument se dérouler maintenant, on essaye de le maintenir et d'utiliser les outils digitaux. Et puis, il y a quelques événements qui, parce qu'ils ne peuvent se faire en présentiel et qu'ils devraient se faire et se tenir maintenant, on préfère les annuler purement et simplement et faire quelque chose de mieux l'année prochaine, quand on espère, on pourra vraiment revenir au présentiel à 100%. Alors, au regard des événements donc, que vous mettez en œuvre, comment se positionne la chaîne des acteurs de l'événementiel à vos côtés, en fait, pour organiser justement ces événements ? Est-ce que vous sous-traitez un certain nombre d'événements ? Est-ce que vous faites plutôt en interne ? Comment ça se passe ? En fait, la sous-traitance chez nous, elle est une évidence parce qu'on a un certain nombre d'expertises en interne, mais on a besoin de la chaîne globale de l'événementiel. On a besoin d'agences, on a besoin de prestataires techniques, audiovisuels, digitaux, de restauration, bien entendu. Donc, ce que vous appelez la sous-traitance, on parle surtout de partenariat, mais ça revient au même. Bien entendu que c'est une évidence dans notre métier et au sein d'une entreprise comme la nôtre. Aujourd'hui, on est sur des événements qui, effectivement, à 90% sont vraiment des événements 100% digitaux. Donc aujourd'hui, on a besoin de l'expertise audiovisuelle et digitale. Donc on s'appuie sur des prestataires qui ont déjà l'habitude de travailler avec nous et pour nous, et qui aujourd'hui ont développé des compétences spécifiques au digital. Et puis, pour tout ce qui est contenu, ce qui est accompagnement stratégique, on continue bien entendu à travailler avec nos agences événementielles référencées qui nous accompagnent justement sur ces volets de contenu. Est-ce qu'en tant qu'entreprise, alors publique, privé, public, vous êtes à mi-chemin, je ne sais même pas si c'est moitié, mais est-ce que vous avez des obligations justement sur l'événementiel, sur prolonger l'événement? J'ai bien aimé votre discours quand vous dites que ce que vous pouvez ne pas faire aujourd'hui en présentiel, eh ben vous le faites vous l'annulez et puis vous le ferez mieux plus tard. Est-ce que là-dessus vous avez des obligations ou est-ce que vous êtes quand même un petit peu libre de votre décision et de votre stratégie? Alors, il y a beaucoup de choses très intéressantes dans votre question. Premièrement, que les choses soient claires, nous sommes 100% publics. Nous appartenons à l'État. Nous avons bien sûr le groupe SNCF, c'est un groupe gigantissime de plus de 1000 entreprises avec des activités de droit privé et également des activités de service public. Mais globalement, nous sommes bien sûr une entreprise qui appartient à l'État, donc nous sommes une entreprise publique. Je crois qu'il fallait bien le rappeler et on en est très fiers. Maintenant, ça sous-entend que bien entendu, nous montrons l'exemple. Si on évoque ce qu'évoquait d'ailleurs le collègue d'Unimeb juste avant, bien entendu qu'aujourd'hui, nous devons être exemplaires dans notre activité. Et là, je parle d'activité de transport. Et là, je fais une parenthèse, mais
nous continuons à faire circuler des milliers de trains par jour, nous continuons à transporter des millions de voyageurs chaque jour dans des règles extrêmement strictes, mais extrêmement sûres. Ça, c'est vraiment important de le dire. Vous me disiez bien qu'en entendu, préparant, vous me disiez qu'en préparant l'interview, vous me disiez que finalement, un voyage en train, c'était un événement en tant que tel et que finalement, la SNCF organisait des dizaines, des centaines d'événements par jour. On l'a toujours perçu comme cela. Quand on fait voyager en temps normal 10 millions de personnes par jour, dont une énorme partie en train, bien entendu, chaque train lui-même est une opération événementielle, avec du public, avec du personnel qui doit accueillir ce public, avec de la restauration à bord, des annonces à bord. Et en fait, on est très, très proche dans la manière de concevoir notre métier de ce qui se rapporte à ce métier de l'événementiel. Et c'est un peu le clin d'œil, mais c'est vrai que ça veut dire que nous, on continue à faire des événements, parce que tous les jours, on continue à faire rouler des trains et à transporter dans des conditions extrêmement strictes de sécurité, des circulations bien sûr, mais aussi de sécurité sanitaire. Ça, c'est très important. Et donc aujourd'hui, l'événementiel, bien entendu, va appliquer exactement les mêmes règles. Et là où nous essayons de monter quelques événements hybrides, bien entendu, on va appliquer tout ce qui devra être appliqué pour que tout se passe dans les meilleures conditions. Le digital est un outil dont on a besoin, mais ce n'est pas l'outil que l'on préfère, que les choses soient claires. Ça ne correspond absolument pas à l'ADN de notre entreprise. Donc aujourd'hui, on l'utilise parce qu'il nous sauve un peu la mise, comme il la sauve à de nombreuses personnes parmi nous. Et la preuve, si aujourd'hui on est réunis, c'est grâce au digital. Donc l'idée n'est absolument pas de dire que tout est acheté dans le digital. Pour nous, c'est un outil qui peut-être perdurera comme une aide à la reprise. Mais notre sujet aujourd'hui n'est certainement pas de dire que demain, on conservera le digital comme la norme de l'événementiel chez SNCF. Ça, c'est sûr que non. Alors, on va parler aussi maintenant des événements tests qui se déploient de plus en plus. Alors, à Barcelone, il y a eu une expérience d'un festival de musique où on avait contrôlé tous les participants à ce festival. Il y a aussi IAM qui doit faire un concert dans quelques semaines à Marseille, etc. Où, effectivement, on va essayer de prouver par l'événementiel, on va prouver par l'événementiel qu'il est possible de tenir de telles manifestations. Vous me disiez aussi en préparant l'interview que finalement, un test, c'était grandeur nature tous les jours à la SNCF. Oui, en ce qui concerne ces tests, moi je trouve ça très bien. Si ça peut permettre de démontrer au pouvoir public que le monde de l'événementiel, et ça j'en suis convaincu, que le monde de l'événementiel est fait de gens ultra professionnels, et qui mieux que les gens de l'événementiel pour faire respecter toutes les règles sanitaires qu'on nous impose chaque jour. Savoir gérer du public et des flux, c'est notre métier à tous à longueur de journée depuis des années. Donc je pense que, et c'est bien dommage, je pense que les professionnels événementiels devraient bien plus s'impliquer sur cette situation, et peut-être qu'ils apporteraient d'ailleurs de nombreuses réponses que certains ou certaines n'arrivent pas encore à trouver. Ça c'est une petite parenthèse. Ces événements tests, ils sont certainement indispensables. Ce n'est pas forcément le rôle d'entreprises comme les nôtres de nous y lancer, c'est clair, mais si on le ramène à l'activité qu'est la nôtre aujourd'hui, en permanence, effectivement, étant donné que nous sommes une des entreprises qui gère le plus de flux au quotidien dans les gares et dans les trains, en permanence, nous sommes surveillés. Et d'une certaine manière, ce que nous faisons est vu justement avec un regard d'expérimentation. Et aujourd'hui, on est plutôt très fiers parce qu'on n'a pas détecté de foyers de contamination particuliers dans notre univers, ni dans les gares, ni dans les trains. Et c'est aussi parce qu'il y a des équipes formidables qui tous les jours font ce qu'il faut pour qu'on en soit là. Vous transmettez justement des retours de données sur les fréquentations des gares, sur votre travail dans les trains pour éviter les contaminations, pour éviter les clusters, parce que c'est vrai, alors il y a moins de monde qui circule parce qu'on travaille moins, donc c'est moins évident. Mais est-ce que toutes ces données que vous avez, qui sont importantes, est-ce que vous les transmettez là-haut? Alors, non, mais la question est très intéressante. C'est pas du tout mon périmètre et je me permettrai absolument pas d'en parler. Ce qui est clair, c'est que nous travaillons main dans la main avec les pouvoirs publics en tant qu'entreprise publique, mais en tant que même grande entreprise, parce qu'il y a d'autres grandes entreprises qui ne sont pas d'entreprises publiques qui ont les mêmes, on va dire le même type d'environnement. Et l'idée, c'est bien entendu de s'appuyer sur les savoir-faire qu'on développe au quotidien, les savoir-faire notamment qu'on a développés sur pourquoi aujourd'hui on arrive à faire voyager autant de monde dans les trains et qu'on continue et qu'il n'y a pas de problématique sanitaire, parce qu'on a mis en place des dispositifs de désinfection, de renouvellement de l'air comme personne d'autre peut le faire, mais parce qu'on a un système qui le permet.
De la même manière, la gestion des flux dans les gares, aujourd'hui, je suis le premier à reconnaître qu'on n'est pas toujours parfait, mais ça montre que, mine de rien, on doit avoir une certaine exemplarité puisqu'on arrive à continuer à gérer des millions de flux au quotidien sans pour autant que ça crée de nouveaux problèmes sanitaires. Merci beaucoup Benoît. Je crois que votre message en fait nous a donné beaucoup de baume au cœur. Voilà, il y a des choses qui sont possibles malgré les contraintes qu'on est en train de vivre. En tout cas, la SNCF le montre par l'exemple. Et je crois que c'est très inspirant pour tout le secteur de l'événementiel. Merci en tout cas pour, merci pour ce message. Merci à vous. On fera un événement test ensemble. Bonne continuation à toutes et à tous. On fera un grand événement test avec l'association Event Again et la SNCF. C'est pas de problème. À vous êtes dans un train, vous êtes dans un TGV. Venez nous voir. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup Benoît, je le rappelle. Benoît Lancio, qui est directeur de communication événementielle et des partenariats à la SNCF. Nous allons passer à la rubrique suivante qui est donc « On vous donne la parole ». Merci à tous les deux d'être venus aussi rapidement et aussi vite que le panneau et que le panneau s'est diffusé devant vos écrans régulièrement dans nos webinaires. C'est un challenge. Nous partageons le vécu d'un entrepreneur du secteur pour comprendre justement comment ces entrepreneurs aujourd'hui font face en fait à l'actualité, à cette conjoncture difficile. Donc aujourd'hui, nous donnons la parole à Jonathan Gomard, dirigeant de 79, spécialiste du team building notamment. Vous allez nous en dire plus. Bonjour Jonathan. Bonjour. Et bonjour à Anne, bien évidemment, qui nous a rejoint pour mener cet échange. Alors, Jonathan, je vous propose de présenter votre société. Oui, donc 79, une agence spécialisée dans le team building et l'incentive qui opère depuis 12 ans maintenant. Et donc, voilà, on travaille en France et à l'international. Très bien. Comment allez-vous? Simple question. Écoute, ça va, merci. On est en bonne santé, donc physique, donc c'est le principal. Déjà, voilà. Ok. Et on sent que l'activité est plutôt pas mal, mais on va peut-être y revenir. Justement, l'impact de l'épidémie sur votre situation financière aujourd'hui, quelle en est-elle? Elle est réelle. Je pense comme tout le monde. Depuis un an, on n'est plus du tout sur les mêmes chiffres, sur les mêmes objectifs et sur la même façon de travailler. Donc oui, il y a un impact, c'est évident. Maintenant, on en parlera, mais on a essayé de se transformer dans digital. Et vu la conjoncture, on a quelques événements, donc on est très content parce qu'on a quelques événements. Alors justement, aller dans le détail peut-être de cette reformulation, évolution de votre activité. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé en amont? Il y a eu des réflexions, des réunions de brainstorming pour imaginer comment se reformuler face à ces contraintes? En fait, ça a commencé avec le premier confinement où on a vu depuis, comme tout le monde, je pense au mois de mars, en 2 semaines, tout s'est écroulé. Donc on a essayé de se dire comment on va faire pour rebondir. Donc le présentiel était quasiment plus possible parce que tout ce qu'on avait signé, tous les contrats présentiels sont tous annulés à la suite. Et on a utilisé le premier confinement pour lancer un premier jeu, ce qu'on a appelé une escape game online, que beaucoup maintenant font, qu'on a ouvert à tout le monde, au grand public. Ça nous a permis en fait de tester les mécaniques de jeu. Gratuit. D'accord. Ça a été un prototype en fait. Un prototype et qui a bien fonctionné parce que comme c'était gratuit, il y a beaucoup de gens qui ont participé. Et j'ai même des informaticiens qui sont amusés à casser le site, à casser dans tous les sens et du coup qui m'ont donné des billes. Le hacker en fait, c'est ça? Ils ont hacké, les jeux qu'on a mis en place et ils m'ont donné du coup des conseils gratuits pour sécuriser tout ça, pour faire progresser, le prototype finalement. Et donc c'était super parce que ça a été une super expérience aussi d'échange avec ces gens que je ne connaissais pas du tout et qui se sont amusés à hacker le site et du coup qui m'ont donné les billes, pour sécuriser tout ça. Donc ça a été une première étape pour déployer peut-être de manière plus importante ce type d'escape game en ligne. Voilà, alors du coup on en a fait, vu le succès de la première, on a fait un deuxième qui a très bien marché aussi et puis après on a essayé d'en proposer justement aux entreprises avec des animateurs pour animer justement ces groupes d'escape game online en visio, en s'appuyant bien sûr des systèmes de visio que tout le monde connaît, Zoom, Teams, Google Meet, etc. Et du coup, on a fait cette expérience à nos clients, on va dire classiques, qui le faisaient avant sur du présentiel, maintenant qui étaient en distanciel. Et bon, c'était un peu déroutant au début parce qu'en effet, on n'est pas du tout sur les mêmes rapports humains. Mais au final, en fait, on se prend en jeu et il se passe quand même quelque chose. Et c'est des jeux qui durent à peu près 1 heure, 1 heure et demie.
Et en 1 heure et demie, il y a des échanges qui se créent et qui sont très intéressants. Donc ça a demandé quand même des investissements matériels, peut-être quand même si on passe au digital, vous parliez de Zoom, vous parliez d'un certain nombre de dispositifs digitaux sur lesquels il faut investir. Alors, c'était pas tant de l'investissement matériel, c'était plus de l'investissement, on va dire, mental, humain, parce qu'il a fallu comprendre ces outils, savoir comment ils fonctionnaient, comment les exploiter. Ce qui est assez paradoxal, parce qu'on se dit qu'on passe au digital et finalement on a besoin de s'appuyer sur des ressources humaines. Exactement. Non, mais comme quoi l'humain est toujours présent, même dans le digital. Mais on a acquis cette expérience et aujourd'hui, je ne sais pas si on la maîtrise, mais en tout cas, on arrive à fonctionner un peu avec et c'est le principal. Alors moi, j'avais une première question. Comment tu gères ta clientèle étrangère ? Alors, la question est assez pertinente parce qu'on a eu le cas, par exemple, on devait faire pour un client international qui venait, donc les participants venaient de toute l'Europe, on devait organiser un rallye iPad dans Lyon. Et donc, le confinement est arrivé, le rallye a été reporté au mois de septembre. On pensait qu'on allait le faire, mais bon, on serait comme tous, on a fait quelques-uns d'entre nous, je crois, on fait du présentiel. Nous aussi, on a réussi à en faire un petit peu, mais ça s'est annulé parce que de toute façon, international, ils ne pouvaient pas venir. Et on leur a proposé en fait de faire sur du digital. Et du coup, on a réussi à garder comme ça ces clients-là, en tout cas ce client-là, en proposant une activité, un backup, justement un plan B. Sur du digital, comme on le maîtrisait nous, il n'y avait pas eu de surcoût, tout était inclus, ça faisait partie d'un plan B classique. Et du coup, on l'a fait en anglais et les gens sont amusés et du coup, on gardait une bonne expérience et on a pu quand même se réunir à distance et jouer, faire un jeu, faire une activité ludique à distance. Donc c'est quelque chose à éventuellement dupliquer. C'est quelque chose pour les prochains clients. Qu'on propose encore et pour l'instant, tant qu'on n'a pas de présentiel, c'est quelque chose qui nous sauve un peu la mise. Si je peux me permettre, j'avais une autre question. Mars l'année dernière, donc les clients annulent ou plutôt dans l'ensemble ont ajourné et dit on va organiser cet événement en septembre, en octobre. Qu'est-ce qu'ils ont fait après au cours de l'été? Est-ce qu'ils ont organisé? Donc on a un peu bricolé, comme on l'a dit si bien régulièrement. Est-ce que tu as des entreprises qui t'avaient réservé quelque chose pour l'année dernière et qui ont décalé à 2021, voire 2022? Comment ça se passe? Est-ce que les gens sont quand même dans l'attente d'un événement en présentiel à Lyon? Alors, en effet, en mars, tout s'est décalé quasiment en 2021. Tout ce qu'on avait signé en tout cas. Là, l'expérience montre que en fait, tout s'est encore redécalé ou annulé. Tout ce qui était prévu en présentiel ne s'est pas, du moins, s'est pas transformé en distanciel avec nous. Ça nous a au contraire, je dirais, apporté une clientèle un peu différente, sur des formats différents. Donc peut-être que ces clients, si certains sont passés sur du distanciel, mais pas sur l'événement prévu original. C'est-à-dire que tout a été reporté puis annulé ou annulé tout de suite. Mais disons qu'on a dû se réinventer et se retrouver de nouveaux événements, pas transformés. C'était vraiment recréer des événements. Alors, est-ce que tu penses que ces clients sont perdus pour ceux qui ont annulé ou tu les gardes au chaud et en 2022 ou 2023, ils reviendront? Non, c'est pas perdu. Ils veulent faire, parce qu'ils m'interrogent encore régulièrement, ils veulent faire du présentiel. Donc on est encore interrogé pour du présentiel au mois de mai, au mois de juin. On croise les doigts, mais bon, ça reste encore pour l'instant que des phases. On est dans le devis. On n'a rien de signé concret. Tout le monde attend. Tout le monde, et même, on voit aussi dans la façon de faire que tout se décide très vite, très tard. C'est-à-dire qu'en fait, on a encore des événements qu'on signe à une semaine de l'événement. Ah oui, au dernier moment. Au dernier moment, voilà. En fait, donc on ne sait pas, on espère, je pense. Et à un moment, on se dit, bon, en fait, non, c'est pas possible en présentiel. Donc on passe en distanciel ou on reporte. Mais voilà. Ça veut dire que là, on apprend à être très, très, très réactif, très agile. Et prêt, toujours prêt. Il faut être agile. Et c'est un peu aussi un petit avantage du distanciel. Alors, c'est pas bien sûr ce qu'on préfère. On préférait tous aller sur le terrain. Ça nous manque énormément. C'est pas votre ADN. L'ADN, c'est pas notre ADN. On a besoin de se retrouver. On a besoin de partager une expérience collective en physique. Mais l'avantage du distanciel, c'est que tout peut se mettre en place très, très vite, contrairement à un événement classique où il nous fallait à peu près un mois de production. Je ne sais pas si on organisait quelque chose à 300-400 personnes, par exemple dans le sud de la France. Là, on n'a plus besoin d'un mois pour le faire. Ça peut se faire en même pas une semaine, se mettre en place. C'est un peu l'avantage du distanciel, c'est que ça peut s'articuler et s'activer très vite. En termes de chiffre d'affaires, sans aller dans le détail, comparativement à 2020, 2019, 2020, 2021, comment ça se déploie aujourd'hui? On n'est clairement pas sur les mêmes chiffres. Oui. Je crois que tout le monde est d'accord. Tous ceux qui travaillent un petit peu dans le distanciel le voient. On n'est pas du tout sur les mêmes objectifs. Et la preuve en est, c'est qu'on a la chance d'être en France et d'avoir des aides gouvernementales. Parce qu'on fait moins de 50% du chiffre d'affaires chaque mois qu'on faisait il y a un an.
on a le droit d'en bénéficier. Donc on n'est vraiment pas du tout sur les mêmes chiffres. Maintenant, on ne désespère pas. L'avantage aussi encore du distanciel, c'est que ça nous permet de faire plein de petits événements en même temps. Il y a certaines journées, on a pu accumuler beaucoup d'événements parce que justement c'est du distanciel et que les équipes, en fait, les animateurs qu'on va utiliser, qui sont du coup maintenant sur toute la France, qu'on n'est pas obligé de déplacer, qu'on n'est pas obligé de loger, qu'on n'est pas obligé de nourrir. Enfin, il n'y a pas de frais de vie comme ça. Ils sont chez eux et ils peuvent le matin faire un événement pour un client qui se ferait normalement, je sais pas, je dis une bêtise, à Paris, et de l'après-midi être sur un client qui serait théoriquement à Marseille. Donc c'est ça l'avantage, c'est qu'on peut accumuler plein d'événements comme ça à la suite, c'est parce que ça se met en place très vite. Il n'y a pas besoin de préparer, on n'a pas besoin de mobiliser les équipes pendant 1, 2, 3 journées. On les mobilise 2 heures. Et du coup, ça permet d'être agile comme ça aussi, c'est l'intérêt aussi. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes chiffres. Pour résumer, on n'est pas sur les mêmes chiffres d'affaires. On est beaucoup de moitié moins. Enfin, on a tous connu de toute façon des grosses pertes l'année dernière et on en connaît encore cette année. Mais l'avantage, c'est qu'on peut arriver à accumuler plein de petites choses qui bout à bout arrivent on garde de l'oxygène comme ça. C'est ça, je pense, le plus important. Et en tant que dirigeant, qu'est-ce que depuis un an, sur quoi vous avez dû progresser ou changer ou évoluer en fait dans votre quotidien vis-à-vis de vos salariés ou même personnellement? Qu'est-ce que ça a bousculé chez vous? Personnellement, ça a dû, si je peux résumer ça, on a dû complètement se changer, se réinventer en fait. On a essayé de serrer la ceinture de partout. Vous avez cassé des habitudes, vous avez essayé d'en mettre d'autres peut-être? Disons que oui, en fait, au début, c'était assez déroutant parce que quand on crée des événements, on est sur, je vais citer un ami qui m'avait fait un retour d'une animation qu'il avait fait pour un escape game online justement, et qui m'avait dit en fait, qui avait résumé très bien l'affaire, qui disait en fait, je me suis connecté, j'étais avec les clients pendant 2 heures, on a joué, on était à fond, c'était super bien, il y avait un vrai échange qui se créait, c'était génial. Et quand c'est fini, je me suis retrouvé, j'étais assis sur mon canapé tout seul avec mon ordinateur sur les genoux et ça s'était retombé d'un coup. C'est ça aujourd'hui le distanciel, c'est que ça monte très vite, mais ça retombe très vite aussi. Ouais. Et il faut arriver à s'habituer à ça. Au début, c'est très déroutant. Et puis en fait, petit à petit, on s'y fait. On essaie de récupérer les avantages de ça. Et il y en a aussi, mais bon, bien sûr, on préférait le physique. Alors justement, comment gardes-tu le lien avec tes collaborateurs qui sont en télétravail? Est-ce que tu leur organises un escape game pour vous, pour l'équipe? Alors non, on n'a pas eu l'occasion encore de le faire. Alors on fait du semi-télétravail. On essaye de se réunir quand même quelques fois dans la semaine ou 2 fois dans la semaine pour se retrouver parce que c'est vachement important de garder le lien. On sait qu'en télétravail, en effet, c'est sympa, on est chez soi, mais je pense que si on veut, enfin tous, c'est les retours aussi que j'ai et que je vois, c'est important de se voir aussi. Bon, certes, c'est pas agréable parce qu'on est obligé de porter le masque toute la journée, on faut faire attention, etc. Mais le fait d'être dans le même bureau, de s'écouter, etc., c'est vachement important. Pour conclure, peut-être que par rapport à ceux qui nous regardent, quelles suggestions, quels conseils peut-être vous pourriez apporter pour nous aider à traverser au mieux cette période? Je pense que, en fait, alors beaucoup, on espère tous que de reprendre une activité un peu normale, on va dire au mois de juin, encore plus normale en septembre, etc. Je pense que la réalité, malheureusement, je ne veux pas être pessimiste, mais j'ai peur que ça aille un peu plus loin, que ça dure encore. Je m'amuse à dire souvent que cette petite blague en fait va durer encore un petit peu. Le digital, c'est pas une fin en soi. Par contre, ça aide à garder un peu. Déjà, garder un peu d'oxygène et surtout en fait de la motivation, parce que je pense que c'est ultra dur de plus rien faire et d'arriver à se remettre après dans le travail, même si c'est un métier de passion qu'on aime tous et on a envie d'y aller. Après beaucoup de temps, si on reste inactif, c'est très difficile. Donc, certes, on n'aime pas. Aujourd'hui, ça fonctionne. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter à y aller. Ça peut faire peur, en effet. Moi, le premier, on arrive au début, on ne connaît pas. On se dit qu'est-ce qui se passe. On s'est tous essayé à des outils de visio, Teams, Zoom, etc., avec des connexions qui ne marchaient pas ou qui marchaient mal. On n'arrive pas à se connecter, etc. Et ça arrive encore. Chaque événement qu'on fait, il n'y a pas un seul événement où il n'y a pas un petit bug au niveau de la visio. Mais ça fait partie des bugs qu'on avait nous avant en réel, avec je sais pas, une table qui n'était pas dressée, un car qui n'arrivait pas, un participant malade, etc. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas hésiter à y aller. On a des outils qui sont de plus en plus performants. Puis c'est tout, quoi. Et puis il faut garder l'espoir parce que de toute façon, on a tous envie de revenir sur du présentiel, ça c'est clair. Ça fait 1 an que ça dure, ça va peut-être durer encore un peu de temps, mais en gardant le visio, on reste un peu dans le game, entre guillemets. Et on sera là pour quand ça va repartir, quoi.
Finalement, en gros, on a quand même réussi à digitaliser la société. La France est capable de se digitaliser et on fait même l'apéro en visio. Donc finalement, on s'en sort. Hein. Merci Jonathan. Merci. Je le rappelle, vous êtes dirigeant de 79 pour ce retour d'expérience très inspirant et plutôt positif, hein, on peut le dire comme ça, même si c'est seulement la moitié du chemin, évidemment, là où on en est aujourd'hui. Merci Anne de m'avoir accompagné sur cette séquence. Je vous propose maintenant de retrouver notre duo de Lulu sur la colline pour un moment très interactif. On passe à notre brique spectacle. Je vais me mettre là. Voilà, on se prépare, on est bien. Bonjour. Bonjour messieurs, dames, on va reculer. Voilà, ça c'est important. Voilà. Hop là, Voilà. Bon, ça y est, c'est bon. Voilà. on est bien. Oh, on est bien. Putain, ça c'est vachement bien parce qu'on voit bien mes cernes. Oui. Ça, merci, c'est gentil. Voilà, donc écoutez, merci déjà de nous accueillir, tout le public qui est là. On vous entend, le public? Eh ouais. C'est ce qui nous fait vivre en fait, donc c'est un vrai plaisir. Voilà, c'est vrai que ça nous manquait, nous les Ça nous applaudissements. Déconner. J'ai C'est failli, d'ailleurs, Ah, merci. D'ailleurs, un petit secret, pendant le confinement, le premier, moi à 20h, je sortais tous les jours dans la rue pour me faire applaudir, c'était cool. C'est un vrai kiff. Je prenais des trucs comme ça. Ouais. Bon, alors maintenant, on va vous faire une chanson, parce qu'on a parlé tout à l'heure pendant l'émission, on a parlé beaucoup de présentiel, de distanciel. N'oubliez pas que le monde de la chanson a inventé le distanciel bien avant tout le monde, puisque le présentiel, ce sont les concerts, hein, bien sûr, les concerts. Et en fait, le distanciel, ce sont les disques, les 45 tours pour les plus anciens, les CD pour les moins jeunes, les fichiers MP3, Le morse Spotify. pour les vraiment Voilà. ceux qui sont décédés finalement. Et puis aussi les trucs, l'écho dans les montagnes, c'était pas mal. C'était le les distanciel, voilà, ça faisait un peu chier tout le monde, mais bon. Oui. Voilà. Donc nous, on va vous faire une chanson en direct avec vous, c'est-à-dire qu'on va vous montrer comment vous occupez pendant le confinement. Voilà, pendant le couvre-feu, etc. Et comme on doit tout le temps s'adapter, voilà, se renaître, faire des nouvelles choses, on s'est dit on va écrire une chanson et on va avoir besoin de vous. Donc la première chose, on va vous demander une rime. Alors, expliquez peut-être. Une rime, pour ceux qui savent ce que c'est une rime. Pour les autres, ce sont les sons à la fin des phrases qui se ressemblent. Vous avez remarqué, dans une chanson, c'est toujours comme ça. Voilà, il y a des rimes riches, des rimes pauvres. Voilà. Et là, en ce moment, c'est plus rime pauvre parce qu'on est raide. Hein, voilà. C'est ça. Donc, on va vous demander un son final, une rime. Alors, vous pouvez participer aussi hein, par chat. Hein, on va prendre vraiment en compte tout ce que vous nous dites en chat. Donc, un son final dans le public. Allez-y, donnez-nous un son final. U. En U. Ok. En U. Donc, il va falloir qu'on trouve 24 mots qui terminent en U. Voilà. Ils sont perdus, c'est les gens de l'événementiel, hein, les mecs ils savent plus quoi faire de leur vie, donc ils ont plus. Donc là on est dans la merde quand même. Hein. Il va falloir trouver 24 mots en U. Allons-y, trouvons des mots qui terminent. Pardon ? Cocu, merci. Je vois que tu me connais. Voilà. Élu. S'il y a du chat, on y va. Hein. Zébu, arbu, mais on est déjà dans les. Zébu. Ardu. Ardu. Foutu. Aussi, foutu, ça met la pêche, ça c'est un mot. Pêche, voilà, péchu, c'est bien. Il On l'a déjà, on peut pas le mettre plusieurs fois. On le met glandu, oui, tu m'appelles. Voilà. Tutu. Je l'ai pas. Lulu, ah ouais, Lulu, bien sûr, merci. Bien Voilà. sûr. PQ. Têtu. Ah, têtu. Ce PQ, ça fait un peu confinement. Rappelez-vous au début. Hein, Poilu. Poilu. Têtu, oui, t'es abonné d'ailleurs, toi. Oh, Vous arrivez à lire là ? T'as plus besoin de recevoir dans l'état où tu es maintenant. Actu. Pendu, purée, ça fout le péchon ça. Ça, c'est bien. On l'a Il eu, y on est l'a eu. déjà. Non, parce qu'il faut mettre un R, on est d'accord. Hein. Ils ont dit Ulu, mais c'est Hurlu. Ah, Ouais. hurlu. Voilà. Vous y êtes pour rien. Nu. C'est bien ça. Allez, plus que 2, 4, 6, 7. Perdu. Perdu. Donc ça, perdu, c'est quelqu'un de... Ah, c'est le chat, ok, super. Ému. Ému, c'est beau ça. Rébu. Rébu. Tu Pupu. pues. Bien sûr. Bien sûr. Allez, encore 3.
Le Cucu. cucu. Oh, c'est mignon. Ça aurait pu, hein, comme quoi, une syllabe en plus et ça devient plus sympa. Tondu. Ardu, il y est. Je vois pas pourquoi vous dites ça quand vous me regardez. Tondu. Et tendu. Et tendu. Ok. Alors maintenant, on va vous expliquer comment on commence. En fait, on va avoir une colonne chacun. Donc, le plus simple pour éviter. Voilà. On va faire. Prends celle-là Voilà. Vous prenez celle-là, moi je prends celle-là. Ok, très bien. Et c'est vous qui allez choisir qui est-ce qui va commencer à placer son mot, puisqu'on va faire une chanson avec ces colonnes. Et je vais dire un mot, ensuite Michel va dire le sien. Donc c'est à vous de décider qui est-ce qui commence. Pour la fille, levez la main. Camille, oui. Ok, d'accord. Ok, c'est moi. Ok. Ah, moi aussi. Alors, je commence par le haut ou par le bas. Pour le haut, levez la main. Pour le bas, levez la main. Ok, très bien. Donc c'est comme ça. Et moi je commence par donc voilà. Le haut. Très bien. Allez, on y va. Alors. Donc on va prendre une chanson que tout le monde connaît. C'est une chanson de Johnny Hallyday. Tout le monde connaît Johnny Hallyday. Le pauvre, il nous a quitté le 7 décembre 2017, je crois. 2018. 2018. Putain, je croyais qu'il était déjà mort, moi. Non. Bon, donc on va pas faire la dernière chanson de Johnny Hallyday, bien sûr. Vous connaissez la dernière chanson de Johnny Hallyday? Non. Je vais vous la faire. C'est voilà, c'est. Il avait tout pompé sur Grégory Le Marchal, mais bon, voilà. Allez. Oui, je sais, c'est pas. Faut jamais le. Non. Je la fais à chaque fois, mais c'est là, voilà. Ça me met très mal à l'aise. Donc, ok, très bien. Donc c'est une chanson qui s'appelle Toute la musique que j'aime. On va la chanter ensemble. Vous allez chanter le refrain avec nous et ensuite on va faire le couplet avec les mots que vous nous avez donnés en live et ici. Donc on a besoin vraiment que vous chantiez avec nous. Donc toute la je vous donne les paroles. On est prêt. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer que le blues. Il y a longtemps sur les guitares, des manoirs lui donner le jour pour chanter les peines et les espoirs, pour chanter Dieu et puis l'amour. C'est bon, vous avez noté? Voilà. On va répéter. Allez, toute la musique, elle vient de là, elle vient. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. Il y a longtemps sur des guitares, des manoirs lui donner le jour pour chanter les peines et les espoirs, pour chanter Dieu et puis l'amour. Voilà, nickel. Allez, c'est parti. Dans le public, je vais vous donner un petit truc et chez vous aussi, comme ça vous pourrez briller en société quand on pourra réassister à des concerts. On tape souvent dans les mains et en fait, souvent il y a 4 temps et il faut taper sur le 2 et le 4. On va voir si vous avez compris. Ou alors sur le 1 et le 3, mais ça c'était James Brown, c'était très particulier, mais James Brown il avait la rythmique sur le 1 et le 3, mais bon, il est mort aussi. Donc par exemple, on va faire un exemple, allez-y, jouez, on va voir si vous avez compris. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Toute la musique que j'aime avec nous. Elle vient de là. Elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. Il y a longtemps sur les guitares, des manoirs lui donnaient le jour pour chanter les peines et les espoirs, pour chanter Dieu et puis l'amour. La musique vivra tant que vivra le blues. J'étais quelqu'un de vraiment têtu. Et moi j'étais vraiment poilu. Tu travaillais chez Lulu. Normal, j'en ai beaucoup vendu. Moi je me baladais en tutu. Toujours à la pointe de l'actu. T'es un sacré hurluberlu. C'est pour ça que je me suis pendu. En fait, t'es un sacré glandu. C'est pour ça que je suis toujours nu. C'est vrai que pour ça t'es péchu. C'est à partir de là que je t'ai perdu. On peut dire qu'on était foutus. Et moi j'étais très très ému. On a connu des plus ardus. Ma vie c'était un vrai rebut. Du coup je me suis tapé un zébu. Tu m'avais dit salaud tu pues. C'est pas de ma faute, je suis pas faux cul. Et moi je t'ai tapé dans le cucu. C'est pour ça que je t'ai élu. Ton cucu était tout tondu. Toi tu vas vraiment finir cocu.
Pourtant je suis toujours tendu. La musique vivra, tant que vivra le blues. Le blues, ça veut dire qu'on vous aime et que maintenant on va se casser. Parce que nous on est fatigués, on n'a plus l'habitude de travailler. Bravo Lulu sur la colline, merci. Quelle interactivité, vous avez pu participer derrière votre écran. Nous, en coulisses, c'était super. Merci beaucoup pour cette expérience et performance. On va peut-être parler d'une actualité qui se passe pour Lulu sur la colline en ce moment. Oui, en ce moment, on n'arrête pas de tourner des pièces qu'on est en train de mettre en ligne. Et puis, on va faire justement une capta en live de ce spectacle. C'est la fin du spectacle. Ah. Donc, c'est un spectacle d'improvisation. On va faire comme ici. On va demander aux gens de participer en payant 9 € la place. Donc, même si on va envoyer un lien par connexion, on va demander aux gens de jouer le jeu et s'ils sont 5, de payer 5 places. Après, on pourra compter que sur l'honnêteté des gens, on ne pourra pas vérifier, mais on aura les adresses et on verra bien. Oui, les adresses IP, etc., les emails. Ça, on sait où Et vous puis, habitez. on va demander aussi au public qui sera présent, parce qu'on aura des gens qui seront présents, parce qu'on pourra les faire venir en tant que figurants, parce qu'ils font... Ah, aussi. Ben oui, puisqu'ils sont... vous avez vu que le public fait partie intégrante Évidemment, du spectacle, du donc ce sont des spectacle. figurants. Et c'est un spectacle qui s'appelle Merci qui ? Merci Camille et Michel. Voilà. Ça me rappelle quelque chose. Oui, bien sûr, c'est un truc. Voilà. Voilà, et c'est un spectacle qui traite des problèmes de couple. Voilà, alors c'est pas une psychothérapie de Surtout couple. pas, malheureusement. Hein, surtout pas. Non, puis c'est d'actualité avec le confinement, le couvre-feu. Voilà, il me semble, hein. on surfe un peu sur la. Alors nous, on fait simplement, on demande aux gens des thèmes d'engueulade dans le couple, et ben, en fonction du thème, on s'engueule dans un sketch, voilà. Très bien. Il y a des dates peut-être là déjà ? C'est le 26 février, ça commence le 26 février. On va mettre en ligne la billetterie cette semaine, cette fin Très de bien. semaine, et puis le 26 février. Ok, donc on passe la Saint-Valentin tranquillement. Voilà. Et Et après, peut-être qu'on aura d'autant plus de thèmes. Voilà. c'est ça. Si par exemple, si le cadeau de votre conjoint ou conjointe est pourrave, vous pourrez nous en parler, on s'engueulera à votre place. Oui, puis Voilà. des couples qui divorcent, ça fait 2 spectateurs de plus en fait, au lieu d'avoir un paiement. C'est vrai. Ça peut être pas mal. C'est exactement ça. Ok, pardon, je suis dans votre tonalité. Hein. Merci Mais beaucoup c'est encore parfait. une fois, Lulu Merci à sur la colline. Prochain webinaire, Event Again, le 25 février sur vos écrans évidemment. Philippe Valentin, président de la CCI de Lyon, sera à nos côtés. Surtout, Philippe continuez. Valentin pour la Saint-Valentin. Bon. Oui, on l'a déjà fait effectivement, il me semble, à une époque. Surtout, continuez à nous suivre sur la page LinkedIn pour rester au contact de votre association Event Again et de nous écrire à l'adresse suivante eventagain.asso@gmail.com. Pour finir et vous remercier, nous allons dérouler ensemble les adhérents et les soutiens d'Event Again. Bonne journée à tous et on reste en contact. Ciao. On peut s'applaudir.